Le 9 juin 1934 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film L'or, Gold. Notons également que cet article légèrement remanié avait fait l'objet d'une publication dans l'Action française le 8 juin 1934. Texte intégral. Après quelques mois de flottement, les studios berlinois de la UFA, expurgés par les décrets hitlériens de leur personnel juif, ont retrouvé toute leur activité. On avait cru que le marché extérieur du cinéma allemand subirait, par le fait de ces mesures, de graves dommages. Mais on a repris à Neubabelsberg le travail des films en double version, française et allemande, de la plus minutieuse facture, comme au beau temps de M. Erich Pommer, et ceci en vertu d'une clause de réciprocité plus illusoire que jamais. Les Juifs, en franchissant les frontières, avaient déclaré que leur départ équivalait au trépas du cinéma allemand, qu'ils avaient créé de toutes pièces, nourris de leur talent, ce qui n'était pas absolument inexact. Mais messieurs Pommer, Pabst, Fritz Lang, privés de cette bienheureuse ambiance germanique, chère, en dépit de tous les sévices, au cœur d'Israël, viennent d'essuyer en France ou en Amérique des échecs plus cuisants que la schlag des chemises brunes, et les voici errants de par le monde sans emploi bien défini. Les Juifs avaient fait en Allemagne de bons films, certains même d'une poésie, d'une subtilité que des Prussiens bontins ne retrouveront pas de sitôt, mais ils travaillaient dans le cadre si précieux des méthodes, des disciplines allemandes. Les Juifs partis, le cadre demeure. Et voilà que, malgré tous les présages, cela semble suffire pour assurer une production normale, satisfaisant aux besoins de la propagande intérieure comme à ceux de l'exportation. L'or, dont nous voyons à Paris la version française, appartient bien entendu à la seconde série. C'est une grande fable comportant une morale populaire à la façon de La Fusée chez nous. Elle est chargée de convaincre le plus vaste public possible qu'entre tous les bienfaits des dieux, l'or est le plus redoutable. Un honnête et solide lieu commun, comme l'on voit. Mais est-il nécessaire de rappeler qu'il n'y a rien de plus à la base de la colossale tétralogie de Wagner? Tout est donc dans la manière de traiter un lieu commun. Ici, comme il fallait s'y attendre, on emploie des moyens éprouvés. On délaie le truisme dans une sauce romanesque, on y mélange l'anticipation scientifique. Un jeune ingénieur, Berthier, travaille dans un laboratoire de fortune avec un vieux savant à de mystérieuses expériences qui doivent aboutir, dit-on, à la fabrication de l'or par la dissociation des atomes du plomb. Au cours d'une séance qui paraît concluante, la machine éclate. Le savant est tué. Berthier échappe à la mort par miracle. On parle de la folie du savant qui a trouvé son dénouement tragique. Mais Berthier ne doute pas qu'il s'est agi d'un attentat, perpétré par des concurrents décidés à tout. Un préparateur du vieux savant, mort lui aussi dans l'explosion, dut être leur homme de main. Il acquiert bientôt la certitude de tenir les coupables, en l'espèce deux gaillards qui viennent lui proposer de reprendre les expériences pour le compte d'un richissime financier et industriel anglais, Wills. Berthier accepte, tombe en Écosse sur une usine sous-marine qui reproduit exactement, à une formidable échelle, le laboratoire ruiné de Paris. Les plans des Français furent certainement recopiés, vendus, mais les Anglais, s'ils ont construit l'usine, ne parviennent pas à s'en servir. Suffisance, brutalité de Wills, qui arrache aussitôt Berthier à son service, mais se méfie de lui et le fait épier à chaque instant. Le capitaine du yacht de Wills
providentiellement, est un camarade de l'ingénieur. Il le confirme dans ses soupçons. Wills est un bandit milliardaire dont il faut étouffer dans l'œuf les monstrueux projets, saboter l'usine. Wills, comme bien on pense, a une fille très belle qui s'intéresse vite à cet audacieux ingénieur, le seul homme que son père redoute. Tête à tête, musique, débat dans l'âme de Berthier. Il décide qu'il va d'abord faire de l'or pour réhabiliter la mémoire de son maître, mais qu'ensuite on verra ce qu'on verra. Berthier, au cours d'une expérience infernale, réussit. Le plomb vil en or pur s'est changé. Le lendemain, panique boursière. Toute l'économie mondiale menace de s'écrouler à l'annonce d'une avalanche de métal précieux fabriqués industriellement. On se bat à New York, à Paris, à Berlin. Wills triomphe, mais Berthier a compris quel fléau il va déchaîner sur le monde. Il fait évacuer l'usine, lance un courant de je ne sais combien de millions de volts, se sauve. Tout saute, avec Wills, seule victime de la catastrophe de son œuvre maléfique. Berthier jette à la mer le petit lingot d'or qu'il fabriqua en disant « C'est beaucoup mieux comme ça ». On voit que cela est assez grossier, assez fort loin aussi des buts ordinaires de la propagande nazie. L'influence de la doctrine hitlérienne ne laisse cependant d'y être sensible, comme dans tout ce qui se fait aujourd'hui outre-Rhin. Wills est un symbole rien moins qu'indulgent de l'hypercapitalisme. On notera encore ce ton démagogique qu'adopte volontiers le national-socialiste. Berthier, qui vient du peuple, est cinglant, violent avec Wills. Sitôt qu'il se tourne vers les ouvriers, c'est pour leur parler cordialement, la main tendue. En somme, les juifs des films pacifistes et sourdement marxistes avaient déjà donné le « la » aux auteurs hitlériens. C'est la réalisation de la fantasmagorie scientifique qui fait l'intérêt, par moments l'attrait, de l'or. L'art consistait à éviter la machinerie puérile, embrouillée, impossible que les Américains n'auraient pas manqué de confectionner. Nous pouvons donner un nom à tous les appareils de l'usine Wills. Leur taille seule s'est démesurément accrue. Il faut reconnaître que les Allemands savent tirer de ce gigantisme des effets saisissants. Le son lui-même, et pour la première fois sans doute, entre en jeu. Grâce à une surprenante mise au point acoustique, nous oublions que ces bruits titaniques sont obtenus par quelques trucages de laboratoire. L'usine à or a des résonances de voûtes solennelles comme une cathédrale. Lorsque l'expérience décisive a lieu, tout se met à retentir d'une effrayante chanson électrique qui s'enfle jusqu'à nous angoisser physiquement, tandis que les arcs voltaïques incandescents, les gigantesques étincelles, trouent la nuit de l'écran comme des météores jusqu'au cataclysme final. Orage et fracas si adroitement organisés qu'ils confinent à une féerie d'une terrible nouveauté et qui efface jusqu'au souvenir d'une interprétation médiocre. Monsieur Pierre Blanchard, grinçant, Mademoiselle Brigitte Helm, frappée de stupeur, pour être poli. Il est certainement regrettable que l'on ait mis cette poésie scientifique au service d'un mélodrame social. Mais l'excellence de la technique allemande était à démontrer de nouveau. C'est chose faite. Il vaut mieux ne pas se leurrer. Le cinéma français possède toujours à Berlin un concurrent solidement armé.